1963, il n'y a jamais d'enquête pour savoir qui a commandité, qui a assassiné, quelles sont les victimes qui sont mortes, quels sont les blessés, ceux qui sont disparus. On n'en sait rien. On est dans la jungle, on tue comme on veut. Voilà. Vous y étiez le jour-là? Non, j'étais pas là, j'étais un peu indisposé ce jour-là. Oui. Isidore, vous n'habitez pas trop loin de là. Oui, vous étiez déjà à l'université, je me trompe. Évidemment. Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir? Non, j'ai eu l'habitude parce que je maîtrise un peu les recoins du quartier. Vous étiez dans la manifestation? Oui, oui, parce que j'étais au campus à l'époque, j'étais à la villa oui, je m'abuse. Et c'est comme ça que c'était arrivé. Heureusement que bon, je connais un peu les recoins et j'ai échappé d'elle. En dehors de ces policiers dont on parlait, il y a aussi des miliciens qui ont chargé, qui ont tué des gens qui étaient en civil. À eux-mêmes se trouvent certains des étudiants qui étaient armés de pistolets et qui ont commencé. Bon, moi j'étais là et quelqu'un a dit aïe, qu'un feu m'a brûlé. Dans la masse? Oui, oui, et il est tombé. Et le sang coulait. Mais il n'y avait même pas eu de détonation. C'était silencieux. Oui. Et quand j'ai vu ça, moi, je suis passé par un flot jardin. Rapidement, je me suis retrouvé au niveau de Débaba et puis j'ai détalé pour rentrer au campus, bon, dans la villa où à l'époque. Donc c'était horrible. Et ce qui est encore dommage, des gens se sont réfugiés dans des maisons, mais on les avait encerclés, on les avait comme tabassés à coups de boudin, même les tués. Oui, c'était de la barbarie pure. Bon, bref, malheureusement, on ne connaît pas les coupables, ceux qui ont prémédité ce crime. C'était à l'époque de Agbéomé et je me souviens que bon, quand on lui avait posé la question, il a dit qu'il n'est pas patati patata, il a commencé à pleurer. Et c'est tout le nom Aviomé, vous vous souvenez de ça? Oui, oui, à la conférence nationale en 80. Donc bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il faudrait que nous puissions, l'histoire du Togo puisse être restaurée et qu'on puisse situer des responsabilités. Parce qu'il y avait eu cette incompréhension, bien sûr, Agbo me dit qu'il a appelé Minevi, qui était le président du CROT à l'époque, et que de ne pas faire la manifestation. Minevi aussi a dit que mais pourquoi ne pas faire, donnez-moi les raisons. S'il a quelques informations, des brides d'informations, il aurait pu le dire. Donc voilà, là où nous en sommes, chacun n'a qu'à assumer sa responsabilité dans cette affaire. Et je me souviens qu'à l'époque, Yadima n'était même pas à Lomé, il était à Kara. C'est un repli stratégique pour dire qu'il n'est pas à Lomé avant que la scène ne se pose, ne se passe. Mais voilà, c'est ce qui était arrivé. Et je crois que c'est ça qui a suscité la rupture de la coopération avec le Togo. L'Union européenne a suspendu quelques mois plus tard la coopération avec le Togo. Voilà à peu près, ça fait partie, c'est les pages noires de l'histoire du Togo qu'il va falloir dessiner. Oui, il y a 49 ans aussi, on parlait de l'attentat de Sarakawa. Ça a été commémoré le mardi à Kara, en plein du chef de l'État et le gouvernement, les membres du gouvernement. Ah oui, et je me dis que c'est une date à ne pas oublier, tout comme le 13 janvier, parce que le 13 janvier, on ne va plus revenir sur l'histoire, c'est parce que Feu Sylvanus Olympio a voulu avoir une banque togolaise, les monnaies togolaises, et beaucoup, c'est ça qui a été à la base de son assassinat. En principe, le 14 janvier, selon les sources ce qu'on nous a raconté, que Osmi Goko devait aller
retirer la monnaie en Allemagne pour qu'on commence. Mais il n'est plus revenu parce que bon, le 13, on a éliminé Sylvanus Olympio. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui voulait avoir, qui s'est dit que pour avoir l'indépendance, il faut avoir aussi l'indépendance économique et surtout monétaire. Lui-même, il est économiste de formation. Donc c'est ça la différence. On n'en parle pas. Ça c'est parmi les pères d'indépendance africains, Sylvanus Olympio était parmi des élites. Il a un bagage discuté égal avec les Européens. Il connaît ces choses. Bon, excusez-moi, il n'est pas un maître d'école, ou un syndicaliste comme les autres. Donc, je parle du 24 janvier précisément. Non, ça, je voulais parler de ça. Donc, lui, c'était ça. Bon, maintenant, pour le 24 janvier, on a dit que c'est un attentat ou bien contre Yadema parce qu'il revendiquait la nationalisation de la CTMB. Donc, aussi, c'est une lutte d'avant-garde. Si c'était le cas, c'est à cause de ça qu'on a voulu l'éliminer. Donc, c'est des dates à ne pas oublier parce que il menait une lutte d'avant-garde. Parce que à l'époque, CTMB, c'est les Français qui avaient la majorité. Il a dit 51%. Et les Européens, les Français ont dit non. Donc, suite à cela, il a dit 100%. On se souvient, 51%, Migbe, Togo, Nigbania, Sindole, le phosphate togolais, au peuple togolais. On était à l'école primaire, donc on scandait cette chanson avec fierté et bravoure. Donc, ces deux dates-là, on ne t'a pas. Il faut les restaurer et il faut les commémorer, ne serait-ce qu'au moins interroger notre histoire. Parce que si, à cette époque, il y a des gens qui, excuse-moi, n'avaient pas fréquenté comme les autres, revendiquaient cette valeur. Et aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent gradent nos patrimoines. On donne Togo comme à 51%, alors que nous, à l'époque, le papa luttait pour avoir la majorité. Donc voilà où nous en sommes. Mais moi, ça me crée un problème. Dire que nous n'arrivons pas à défendre l'intérêt du pays. Et c'est pourquoi je dis que ce soit le 13 janvier, que ce soit le 24 janvier, ces deux dates, on ne devait pas les oublier. Après, on va parler aussi du 25 janvier. Le mois de janvier a été vraiment trop chargé pour les Togolais, trop chargé pour l'histoire. Normalement, oui. 24 janvier. Est-ce que vous comprenez ce pourquoi on continue de commémorer cette date-là? Bon, vous savez, la dernière fois, on en a parlé. Bon, Yadema et son groupe ont toujours servi le régime colonial. Ils ont fait la guerre en Algérie, en Indochine. Ils ont réprimé les gens à pied dans l'intérêt de l'impérial français. Et tout le monde sait aujourd'hui que c'est grâce au soutien de la France qu'ils ont pu opérer le coup d'État du 13 janvier 1963. Et c'est la France qui a fait tous les engagements diplomatiques parce qu'au départ, ils ont été rejetés par tous les chefs d'État africains après ce coup d'État-là. Bon, vu la composition de cette équipe, qu'on nous appelait, comité insurrectionnel. Voilà. Alors, il n'y a pas des gens qui avaient l'étoffe pour faire des engagements diplomatiques internationaux. C'est la France qui a tout arrangé. Bon, alors le 24 janvier, comme vous le savez, Yadema a voulu prouver qu'il est un nationaliste, un patriote. C'est normal quand vous avez un dirigeant qui veut être un patriote nationaliste, mais on ne souhaite pas mieux. Mais je pense que s'il voulait être crédible, un truc aussi grave, un attentat ou un accident aussi grave que ça produit le 24 janvier chez lui, la première des choses, c'est de mettre en place une commission d'enquête, même internationale, pour savoir
comment ça s'est passé. On n'en a pas eu. Et au départ, lorsqu'il revenait, il revenait le 2 février, l'attentat a eu lieu le 24. Enfin, l'accident, pour moi, c'est un accident le 24. Et il revenait le 2 février. Et au cours de son retour, il a fait des discours, des escalades sauvegardées un peu partout, où il disait que lui ne sait pas les causes, qu'on ne connaît pas les causes de ce qui est arrivé, et que bon, avec le temps, on saura, lui ne peut pas dire est-ce que c'est un accident, c'est un attentat, c'est ce qu'il a dit. Mais quand il est arrivé à Lomé, ici, quelques jours après, on a dit que c'est un attentat qui a été organisé parce qu'il a nationalisé la CTMB et que d'abord le Togo avait, comment dirais-je, 1%, après c'était amené à 25%. Et lui, il a décidé de prendre 100%. 51% d'abord. Oui, 100%, il a décidé de prendre. C'est ça qu'il appelle nationalisation. Et c'est à cause de ça que l'attentat a eu lieu contre lui. Bon, il n'était pas seul dans l'avion. Il y a des gens qui étaient même morts. Il y a d'autres civils qui étaient là, le ministre Malou, d'autres personnes qui étaient nombreux dans l'avion. Bon, le copilote même, c'était Niemenia, oui, Niemenia, oui, qui était mort. Oui, il était mort. Voilà. Donc, l'avion est tombé le 24 janvier, mais le président, M. Yadema, est rentré le 2 février, et qui est devenu ce qu'on appelle le retour triomphal. Alors, tout ça, moi personnellement, me fait douter que le 24 janvier soit, comment dirais-je, un attentat. Oui, parce que si vous regardez l'histoire du Togo, Olympio a été assassiné le 13 janvier 103. Et le 14, M. Gouliski a été rappelé, il était à Cotonou, il est rentré. Le 17 janvier, il a formé un gouvernement. Ce qu'on appelait les bouddhistes, ceux qui ont fait le coup, qui ont assassiné Olympio, n'étaient pas de l'armée togolaise. C'était des Togolais de l'armée française. C'était l'armée française. Ce sont des militaires de l'armée française d'origine togolaise. Et le 2 février 63, parce que si j'étais prévenu, je pourrais vous emmener, le 2 février 63, et M. Gouliski a pris une ordonnance pour les intégrer dans l'armée togolaise. Le 2 février 63, pour les intégrer dans l'armée togolaise. Ils n'étaient pas de l'armée togolaise. Or, ils ont prétendu que après la fin de la guerre en Algérie en 62, ils ont demandé au président Olympio de les recruter dans l'armée togolaise et il aurait refusé. Il a refusé de les recruter et que c'est ça qui serait à la base de leur coup d'État. Donc j'ai l'impression que on a donné le nom de retour triomphal au 2 février, c'est en réalité pour dire à Olympio que vous ne vouliez pas que nous sommes entrés dans la métropole de façon triomphale le 2 février 63. Ils sont finalement intégrés le 2 février 63, oui. Mais ça ne les a pas empêchés après de faire notre coup d'État. Non, puisque ils ont reproché à Olympio d'avoir refusé de les recruter après la guerre d'Algérie en 62. Vous comprenez? Et ils n'étaient pas de l'armée togolaise. Oui. C'est quand ils ont assassiné Olympio le 13 janvier que le 2 février, le nouveau président, chef de l'État, Gouliski, a pris une ordonnance pour les intégrer dans l'armée togolaise. Je pense que il y a des gens qui cherchaient une occasion pour, enfin, les putschistes, une occasion pour fêter ce 2 février-là, 63. Et l'occasion leur a donné, il y a eu l'accident ou l'attentat de Sarakoa, le 24 janvier, et il a attendu le 2 février pour faire son retour triomphal à Lomé. Oui,
Alors pour moi, ce sont des calculs politiques. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Yadema a toujours cherché, il a cherché à fêter ce retour triomphal le 2 février 63. Le pays ne voulait pas le recruter. Le 2 février, on les a intégrés dans la nuit touraise. Ils ont pris le pouvoir d'État. Et l'accident leur a permis d'organiser ce retour triomphal. À mon avis, c'est ça. Bon, nous laissons les historiens. C'est vrai que c'est des coïncidences, pourquoi pas des calculs politiques, on ne le sait jamais. Voilà. Il revient à chacun de gérer les conclusions qui s'imposent. Ceci nous permet bien de revenir sur ce que nous avons commencé la dernière fois. Je rappelle le contexte, c'est qu'il y a 60 ans, le premier président démocrate qui m'a élu, Sylvain Soulenfio, a été assassiné. Nous revisitons un peu son histoire. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous accentuer sur ces grandes réalisations. Ça nous permet de les égrener entre temps. Vous avez commencé le vendredi dernier. C'est quoi les grandes réalisations de Olympio dans le temps et qu'on peut toucher au plus du joie, ou bon, qui appartiennent désormais à l'histoire? Bon, vous savez, les grandes réalisations, d'abord la plus grande, c'est le fait qui nous a permis d'avoir une souveraineté internationale. Ça, c'est la première grande réalisation. Parce que pour pouvoir construire votre pays, il faut que vous soyez libre et indépendant. Si vous êtes sous la botte de quelqu'un, sous les ordres de quelqu'un, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc la première grande réalisation, c'est le 27 avril 60. Notre pays est devenu l'État indépendant et souverain. Ça, c'est la plus grande réalisation. Et puis ensuite, ce n'est pas fini. J'ai dit la dernière fois, lorsqu'on est devenu État indépendant, parce que les Français ne le voulaient pas, ils ont voulu créer des problèmes. Ils ont dit, voilà, vous nous devez de l'argent, on a construit des infrastructures, il faut les rembourser. Il a payé. Les dettes. Les dettes. C'est ça, il a payé les dettes. Ça, c'est deux. Et puis ensuite, là, j'ai dit la dernière fois, il a dit, non, les Français ont dit, voilà, on va signer les accords dits secrets. Il a dit, non, nous ne les signons pas. C'est quand on sera indépendant, on va examiner le dossier. Et si ça convient à nos intérêts, on le signe. Il ne l'a pas fait. Parce que vous voyez, donc, et puis ensuite, il a créé la monnaie. Il a effectivement créé la monnaie. Et le 15 janvier 63, le ministre Hospice Coco devrait aller en France pour signer l'accord de rupture financière avec la Banque nationale de Paris. Pour dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le CFA, nous sommes indépendants. Le 15 janvier, il va aller à Paris. Et le 13 janvier, le vieux a été assassiné. D'abord, ce 13 janvier-là, il ne faut pas oublier que la nuit du 12 janvier, l'ambassade de France, le gouverneur, ils ont organisé une réception pour le centre culturel français. Son inauguration. Voilà. Et le président Olympio a été invité. Et il a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il travaillait sur le statut de l'OUA. Et il s'est fait représenter par l'Assemblée nationale, M. Sabiti Touré. Donc il n'était pas présent le 12 à la réception. Jonathan. Oui, et c'est Jonathan qui l'a remplacé. Donc Olympio était en train de travailler le texte de l'OUA, puisque le lendemain, lui-même, il devrait aller remettre la copie au président Oman. La charte de l'OUA. Voilà, la charte de l'OUA. Alors, la nuit là, ils l'ont abattu. Oui. Donc, sans aller dans les détails pour dire, voilà, pour faire la liste de ce qu'il a réalisé, je vous explique qu'il a d'abord mis les bases pour qu'on puisse faire
ce que nous voudrions faire en tant qu'État indépendant. Et j'ai dit la dernière fois que ses priorités, lui, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, c'est la santé. Et pour l'agriculture, il avait déjà commencé quand il était président de la première assemblée locale, l'ARD, Assemblée représentative du Togo, ARD, de 1945 à 52. Donc, il avait déjà fait des projets. Il avait créé, comment dirais-je, depuis l'époque déjà, pour l'agriculture, des centres pilotes, des centres à Barkossi pour la culture atelier déjà à l'époque. Et il soutenait le projet du truc de Ganavé, qui a été créé à l'époque coloniale, figuré au Ganavé. Il soutenait ça sincèrement pour que ça puisse se développer. Et il a créé l'école de Tové, l'école d'agriculture de Tové. C'est lui qui a créé cette école. C'est lui qui a créé l'école nationale d'administration. Oui, parce qu'il faut mettre en place des infrastructures qui permettent de construire, de développer le pays. Oui. Et sur le plan scolaire, bon, je ne suis pas sur les statistiques. J'ai dit la dernière fois, la plupart des CEG, c'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a créés. Et il a augmenté le nombre de bourses. Il a créé même des bourses pour le secondaire. Oui, ça fait partie de ces projets. Mais maintenant, quand il est arrivé au pouvoir, bon, Olympio voulait pas seulement nous confiner dans l'agriculture coloniale, qui consiste à produire les produits coloniaux qu'on exporte en Europe et qu'on y achète les produits finis. Il voulait la transformation. Et déjà, il a créé l'usine de beurre de karité à Korbongo, dans les savanes. Parce que les savanes, c'est le premier producteur de karité. Alors, il a déjà monté une usine de transformation de karité en beurre de karité à Korbongo. L'usine était prête. Il n'a pas encore inauguré quand il a été assassiné. Déjà, à l'époque. Et je vous assure que cette usine, toute neuve, il n'a pas inauguré. Il est mort. Elle est restée à l'abandon. Elle est revenue jusqu'aujourd'hui. L'usine est aussi morte. Morte. Vous comprenez. Donc, pour vous dire que ce monsieur, depuis longtemps, voulait sortir de l'agriculture coloniale. Vous savez, et puis c'est pas fini. Et c'est lui qui a créé l'OPAT, l'Office des produits agricoles du Togo. Voilà, parce que les produits agricoles, le café, le cacao, c'était acheté par les compagnies privées françaises. La SOG, je ne peux pas citer toutes ces compagnies-là privées, qui venaient acheter le café, cacao, le coton pour aller le revendre. Alors, Olympio voulait que les producteurs togolais puissent être organisés, accompagnés, pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaires, pour que ces producteurs togolais puissent eux-mêmes entrer en contact avec les acheteurs. Parce que les intermédiaires gagnent beaucoup d'argent par rapport à ce qu'ils produisent. Donc l'objectif de l'OPAT, c'était ça. Ça devait être organisé, structuré, pour que les producteurs gèrent ce truc-là, pour qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Vous comprenez? Donc c'était le but. Mais malheureusement, il est décédé, et ceux qui l'ont remplacé en ont fait un organe complètement, disons, commercial, qui est chargé d'acheter les produits chez les paysans et de les revendre à l'extérieur. Comme un sac. Voilà, comme un sac. Comme un sac. Et c'est eux qui achètent et c'est eux qui revendent. Je vous ai donné cet exemple la dernière fois. On achetait à l'époque, par exemple, le karité à 9 000 francs la tonne et on revend la tonne à 65 000. On achetait le
le café cacao à 350 000 francs la tonne et on l'a revendé à 1,250 000 francs la tonne. Vous comprenez? Et l'OPAT a fait des milliards au détriment des populations rurales. Et ces bénéfices énormes qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pouvaient au maximum, au minimum, pour aider les paysans, prendre en charge, les aider pour les intrants, s'occuper de leurs enfants pour aller à l'école, leur assurer leur santé, il faut avoir de la sécurité sociale pour qu'ils puissent se faire soigner. Parce que les recettes faites par l'OPAT pouvaient permettre de verser à la caisse de sécurité sociale pour que ces gens, quand ils sont malades, qu'au moins on prenne en compte une partie des factures médicaux. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? On a construit des hôtels. Vous avez l'hôtel Sarakawa, vous avez l'hôtel, hôtel de la paix, vous avez un grand hôtel qui était sur le Ghanao, qui est complètement Ghana. Et la plupart de ces hôtels qui ont coûté des milliards sont à ruine. C'est l'argent des paysans. À l'époque, on parlait également de la jeunesse pionnière. Agricole. Oui, c'est dans le domaine agricole. Jeunesse pionnière agricole. Oui, puisqu'il a créé déjà JPA. Oui, puisqu'il a déjà créé des centres comme Barkwasi pour la formation de la culture atelier. Il a créé l'école d'agriculture, mais il a envoyé des gens en formation en Israël. Parce qu'Israël était spécialisé des coopératives qu'on appelle les kibbutz. Donc il voulait s'en inspirer pour en faire une agriculture moderne. Donc il y avait deux sortes d'agriculture d'après lui. Il faut trouver un moyen pour aider les paysans à améliorer leur production, mais il faut quand même former des agriculteurs modernes. Vous voyez? Alors c'est ces agriculteurs modernes-là qu'il envoyait en Israël, qui vont être formés sur le plan, qui vont venir, qui ne vont pas cultiver comme les paysans, qui vont faire l'agriculture moderne comme Israël fait aujourd'hui. Donc beaucoup de gens ont été envoyés dans toutes les régions. On a choisi des jeunes qui ont été envoyés en Israël pour venir appliquer au Togo ce qu'Israël fait chez lui, les kibbutz. Malheureusement, vous savez, ça n'a pas, puisqu'il a été liquidé, tout a été abandonné. Les vestiges sont encore là. Moi, je me souviens, Zébévi, on avait l'aviation. À l'époque, les vestiges, nous les avons connus. Et je me souviens même, DRDR était installé là-bas. Et je me souviens que, bon, non seulement ils faisaient aussi l'élevage du porc. Oui. Des bovins. Les bovins, bon, et d'abord, l'élevage de bovins, ce qui l'intéressait parce que, et comme il voulait la culture atelier, Oui. il faut des bœufs résistants qui vont tirer les charrues. Donc, comme il a eu de très bons rapports avec Sékou Touré, il a importé des bœufs, on les appelait Ndama, les bœufs Ndama de Conakry. C'est Sékou Touré qui lui a fourni ces bœufs Ndama qui sont résistants pour la culture atelier. Donc, Sékou Touré a envoyé des gens, on les a aidés, on les a formés, ils étaient nombreux pour pouvoir utiliser ces bœufs-là pour la culture atelier. Bon, donc ça a commencé, mais malheureusement, dès qu'il a été assassiné, c'est terminé. D'abord, il a été tué le 13 janvier, et le 14 janvier, l'ambassadeur de Guinée, M. Léon Maka, a quitté le Togo. Sékou Touré a rompu les relations, et l'ambassadeur de Guinée a quitté le Togo. Toute la coopération avec la Guinée s'est arrêtée. Quand vous voyez les projets qui avaient été lancés à l'époque, et aujourd'hui, oui, l'agriculture togolaise, l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, est-ce qu'on aurait mieux fait? Oui, vous savez, est-ce qu'on a fait quelque chose quand même pour dire qu'on aurait mieux fait? Non, on a beaucoup fait, on a créé quand même beaucoup de... Mais il ne suffit pas de créer. Beaucoup de coopératives. Aujourd'hui, il y a des forums qui s'organisent
Actuellement, il y a même un forum qui se fait à Thiévié pour les exploitants agricoles du Togo. Bon, moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ce forum. Vous savez, les paysans togolais, c'est la couche sociale la plus misérable depuis l'époque coloniale. Au début, les colons, que ce soit les Allemands ou les Français, ils produisaient gratuitement. On les forçait à produire le café, le cacao, l'arachide. On leur fixait les montants, les tonnages qu'ils doivent fournir. Et à défaut, on tabac, c'est tellement forcé. Bon, finalement, on a commencé à acheter. Mais on leur donnait les prix, on leur fixait les prix. Ils n'ont jamais fixé le prix de leurs produits. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Vous voyez, les cultures vivrières qui intéressent les populations, ces cultures vivrières, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, on ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas. Par exemple, pour la culture du café cacao, pour la culture du coton, l'État donne les engrais. Bon, on vous donne les engrais pour le coton et à l'achat, on vous retire le montant de l'engrais. Mais pour les cultures vivrières, jamais. Vous les achetez de votre propre poche, comme vous le faites le maïs, comme vous le faites le coton, comme vous le faites les inames, comme vous le faites, etc. Tout ce qui est de consommation. L'État ne vous fournit rien. Ça, c'est un. Et puis de deux, les gens qui sont formés, les encadreurs, la DRDR, tout ça là, mais ils sont chargés de former les paysans pour les cultures d'exportation, pas pour les cultures vivrières. Vous comprenez? Ils encadrent les gens pour la production des produits d'exportation, pas pour les produits vivriers qui sont complètement laissés à l'abandon. Le paysan, c'est de ses propres moyens que se débrouille pour ces produits-là, desquels nous vivons. Et puis ce n'est même pas fini. Mais vous savez, le président, le paysan togolais, depuis le pont qu'on a jusqu'à aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les prix, qui ne peut pas vendre ses produits comme il veut, surtout sur le plan extérieur. Le paysan togolais n'a pas le droit d'aller vendre son maïs au Ghana, d'aller vendre son maïs au Burkina Faso. Mais surtout, c'est un SAT qui est bon pour nous. Il ne peut pas. C'est un SAT qui achète. Pour pouvoir exporter, il faut avoir l'autorisation de un SAT. Pourquoi? Parce que ils estiment que ils ont raison entre guillemets. Si les paysans togolais peuvent exporter eux-mêmes leur maïs, leur igname, les prix sur le plan national vont grimper, ça c'est sûr. Parce que le prix des ignames au Gabon, au Niger, au Burkina Faso, ce n'est pas ce que nous avons ici. Dans ces pays même déjà, on en vend au kilo. Hein, ce n'est plus à partage. Voilà. Donc, il est interdit à ces paysans d'exporter. Alors, parce que le souci fondamental des dirigeants depuis Yadema jusqu'à aujourd'hui, c'est de ne pas entrer en conflit avec les salariés, les fonctionnaires, que ce soit de l'État ou du privé, et l'armée. Parce que si les prix augmentent, les prix des ignames, le maïs, enfin les prix alimentaires augmentent, mais les salariés vont demander l'augmentation du salaire. Les militaires vont demander qu'on augmente leur salaire. Vous comprenez? Ça peut conduire très loin. Alors pour limiter ça, il faut empêcher les paysans d'exporter leurs produits. Vous voyez? Donc on a créé la SAT essentiellement pour ça. La SAT pendant les récoltes, en ce moment c'est moins cher, en SAT achète des grosses quantités qui stockent. Et lorsque les prix commencent à monter, en SAT reverse ses produits sur le marché pour que les prix n'augmentent pas. Si les prix n'augmentent pas, qui est pénalisé? Ce sont les paysans. Ce sont les paysans qui sont pénalisés. Ils vivent l'inflation comme nous tous.
les produits pharmaceutiques, les habits, tout ce qu'il faut pour nos besoins, nous achetons au même prix que les paysans. Mais eux, ils ne peuvent pas exporter leurs produits. Je me rappelle très bien qu'au temps de Yadema, on avait fixé le sac de maïs à 5 000 francs CFA. Et on envoyait des gendarmes dans le marché. Le paysan qui vendait à plus de 5 000 francs, non seulement le tabac, on arrachait ses récoltes. C'est pour lui. Le sac était fixé à 5 000 francs. Alors, on ne nous a jamais dit, on n'a jamais calculé à combien revient un sac de maïs pour le paysan. Parce que lui-même qui cultive, il n'est pas salarié, il n'est pas payé, il ne calcule pas ça. Sa femme, ses enfants qu'il aide à produire, on ne value pas ce que ça vaut. Mais on lui fixe le prix. Il ne doit pas dépasser tel montant. Alors maintenant qu'on ne peut plus de façon autoritaire pour dire que c'est interdit, on a mis en place un SAT qui même leur donne de l'argent pour produire et leur fixe un prix pour l'achat des sacs de maïs qu'ils vont récolter, qu'ils stockent. Et lorsqu'ils constatent que les prix de maïs vont commencer à augmenter, ils mettent ça sur le marché pour que le paysan ne puisse pas gagner de l'argent. Vous voyez? Alors, comment vous voulez-vous que cette agriculture marche? Alors que le président de la République voulait que le paysan maîtrise lui-même et la production et la vente. Mais depuis là, c'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez aller partout pour demander le maïs aujourd'hui. Est-ce qu'un paysan Bassa ou bien de Tatapamé, est-ce qu'il peut remplir des sacs de maïs pour aller vendre au Bénin, pour aller vendre au Burkina Faso? Jamais. Isidore, oui, ces derniers temps, il faut le reconnaître, le gouvernement a injecté beaucoup d'argent dans le secteur agricole, mais apparemment, ça ne prend pas. Oui, apparemment, ça ne prend pas, c'est pour quelle raison. Mais j'aimerais poser cette question à notre invité, faire le parallèle entre les structures dont on avait parlé, les jeunesse pionnière agricole, et les agropoles dont on nous parle aujourd'hui, et surtout les ZAP, les zones aménagées. Est-ce que ce n'est pas les prototypes? On ne s'est pas inspiré de ce qui se passait à l'époque. Et si vraiment ces ZAP-là sont opérationnels, est-ce qu'on ne peut pas augmenter la productivité agricole? Bon, vous savez, moi je ne maîtrise pas vraiment ces projets dont vous venez de parler, parce qu'en fait, ça fait plus de 50 ans que ces gens sont au pouvoir. S'ils pouvaient innover, ils ont eu le temps d'innover. Donc tout ce qui s'organise, pour moi c'est du folklore, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'y crois pas à ces trucs. Je n'y crois pas du tout. Donc je ne sais pas si vous suivez, vous, exactement ce que c'est que ces zones, quel est le contenu, qu'est-ce qu'ils font, pour que je puisse savoir ce que je peux dire. Moi je ne suis pas. En fait, c'est des zones aménagées pour la production. Bon, on a fait des études. Et les zones, on sait que dans par exemple telle région, les sols sont plus favorables à telle culture, donc on fait la promotion de ces cultures. Et les appuis qu'on a installés, je crois que ça peut être à Wangelo, quelque chose comme ça. Wangelo, oui. Oui, pour permettre aux gens, bon, ce sont des coopératives qui vont rester là-bas pour faire l'agriculture. Bon, évidemment, vous savez, tout ce qui doit être fait pour améliorer les conditions de vie des paysans, des travailleurs agricoles, c'est bienvenu. C'est bienvenu. Mais vous savez, il ne suffit pas seulement de produire. Quand vous produisez, il faut vendre. Est-ce que ces zones-là, est-ce qu'ils ont prévu? Oui, c'est toute une chaîne. Selon ce qu'on a expliqué, il y aura même de la valeur ajoutée, c'est-à-dire transformer ces produits et
est conservé, la conservation, toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est un projet sur papier où quand on en parle, pour moi c'est une très bonne chose. Mais seulement c'est ce que dit Honoré, on ne voit pas ces résultats jusqu'à présent, pratiquement 3 ans ou 4 ans qu'on a commencé ces agropoles, ça ne donne rien. Mais vous savez, dans le domaine de l'agriculture, il y a eu beaucoup de choses. Les DRDR, les SORA, tout ça là. Oui, SORA. Il y en a eu beaucoup, mais on n'a pas vu les résultats. Si aujourd'hui, on pouvait évaluer avec les ministères de l'Agriculture, des Finances, si on voulait voir les milliards qui ont été injectés dans ces projets, mais c'est des milliers de milliards. Mais est-ce que les conditions de vie des paysans, est-ce que ça a changé? Je ne vois pas. Parce qu'il ne suffit pas de faire des trucs en miniature. Pour dire voilà, on est en train de mettre ça sur place pour voir comment ça va marcher. Il faut que ce soit applicable sur le plan national pour qu'on puisse voir les résultats. Vous voyez, moi je ne sais pas, je n'ai pas assisté à ça. Et je ne peux pas donner un avis vraiment objectif pour dire que c'est bien ou ce n'est pas bien. Non, vu le passé, moi je suis très pessimiste. Ce qu'il dit est vrai parce que si vous prenez le cas de Niasa, qui est financé à hauteur des centaines de milliards et qui a été piloté par Agathazi, vous vous souvenez, c'est la Banque mondiale qui avait financé ça. On parle de 300 milliards, ou 600 milliards, mais c'est un échec. C'est un échec. On a changé de nom de Niasa, on est allé à Niazan. Et à la fin, c'est le même résultat. Bon, et selon... Le pessimisme est de mise, parce que bon, on ne veut pas dire... Et ça, c'était aujourd'hui, ce même programme est piloté par le Ghana, et ils s'en sortent à merveille, selon mes informations. La question de la pêche, la pisciculture, le Togo a de l'eau, est-ce qu'il y avait des projets au départ aussi? Oui, il y avait des projets pour la pisciculture, mais ce que je sais, ce que j'ai appris, c'est que le président République avait prévu, parce que vous savez, tout le Nord, il ne consomme les poissons frais que les poissons importés. Au Nord, c'est les douévis, là, c'est les petits... les anchois. Voilà, c'est ça. Donc, République avait prévu des étangs dans les savanes, au niveau de l'outil, là, avait prévu des étangs là-bas pour la pisciculture, pour produire le poisson, pour qu'au moins dans cette zone, on puisse avoir le poisson. On constate que dans ces projets, ils s'intéressent beaucoup plus à la région des savanes, où davantage de projets sont allés vers là. Pourquoi il y a une affiliation vers là? Non, parce que vous savez, c'est avec cet outil-là que Nkrumah a pu faire un Kosovo chez eux. Donc on a ce fleuve, cette région-là est une région sahélienne, c'est ce qui n'a pas d'eau. Est-ce que vous voyez? Mais on a un fleuve qui passe là-bas, alors il faudrait exploiter ce fleuve-là. Et non seulement pour leur permettre de produire, parce que ces gens, la sécheresse est très longue dans ces milieux-là. Et il ne faut pas oublier que c'est la première région d'élevage au Togo. La région de Savane. C'est la première région d'élevage au Togo. Et quand on élève, mais les animaux ont besoin de l'eau. Il faut prévoir des étangs où les animaux vont s'abreuver. Vous voyez, donc on a seulement besoin de l'eau pour les hommes, pour produire, surtout les produits de courte saison, c'est ça qui intéresse le président. Comme font les Maliens et les Guinéens, les produits de courte saison. Parce que vous savez, regardez l'exemple de la tomate. Vous remarquez que, disons à partir de janvier, décembre, février, en allant, on nous amène la tomate de Burkina Faso. Jusqu'à présent? Oui, ça vient de Burkina Faso. Vous voyez pourquoi? Parce que vous savez, la tomate ne produit que lorsque l'amplitude diurne, l'amplitude thermique est comprise entre 10 et 12 degrés.
C'est-à-dire que lorsque la différence de température entre le jour et la nuit est comprise entre 10 et 12 degrés, ça veut dire que s'il fait, 30 degrés, je donne un exemple, hein, s'il fait 30 degrés ou 30 degrés le jour, il faut qu'il fasse autour de 20 degrés la nuit. C'est quand les nuits sont fraîches que la tomate produit beaucoup. C'est pour ça que nous avons ici le mois d'août, septembre, ça produit. Bon, or, vous savez, les savanes, l'harmattan dure. Et pendant l'harmattan, les nuits sont très fraîches. Les nuits sont très fraîches pendant l'harmattan. Et la tomate, ça produit. Ça produit pendant longtemps. Mais ça produit, mais les gens dans les savanes, ils n'ont pas d'eau pour arroser. Il y a le vent frais, mais il n'y a pas d'eau. Alors il faut faire des retenues d'eau, permettre aux gens de produire. Les haricots verts, c'est pareil. Les poivrons, c'est quand les nuits sont fraîches que ça produit. Mais ces trucs-là, aujourd'hui c'est le Mali, le Burkina Faso, qui a des milliers de tonnes qui s'exportent en Europe. Alors que nous, on a aussi la possibilité de le faire. Mais bien sûr, on a la possibilité. Mais le climat des savanes, c'est le climat sahélien. C'est le même climat que au Burkina Faso, au Mali, c'est le même climat. Mais les Blaise Compaoré, les Thomas Sankara, mais ils ont fait beaucoup de retenues d'eau, des milliers de retenues d'eau qui permettent aux gens de produire tout le temps. Les Maliens aussi en ont fait, mais nous, on n'a absolument rien. Bien qu'on puisse produire beaucoup de tomates, de choux, de poivrons, pendant ces moments-là, on a le même climat que les pays du Sahel, mais il n'y a pas d'eau. C'est bizarre. On ces produits maraîchers, on disait que c'est plutôt vers le sud, là où il y a de l'eau, il y a les fleuves et où là. Vous voyez ce qu'on fait au niveau de la plage. Oui, moi-même, j'ai été jardinier. Moi-même. À la plage, c'est nous qui faisons les choux, les poivrons, les tomates. Moi, j'avais mon terrain à côté de Sintogo, là, vers le centre. Mais vous voyez ces zones-là, moi j'ai fait le jardinage. Il suffit de creuser à 3 mètres. Vous avez de l'eau. Et nous, on achetait des petits motopompes qu'on appelle Tomos, de Dakar, Ghana. Et c'est avec ça que nous arrosons. Est-ce que vous voyez? Mais au nord, dans quelle zone vous pouvez trouver de l'eau à 3 mètres? Il faut creuser des vrais puits entre au moins 12 à 15 mètres. Et nous, quand ça dépasse déjà 3 mètres, nos petites motopompes ne peuvent pas tirer. Il faut les grosses motopompes pour le faire. Comment les présidents peuvent sortir de l'eau? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et puis comme je vous dis, il y a certains produits comme la tomate qui ne produit que lorsque les nuits sont fraîches. Et les nuits sont fraîches dans les savanes pendant la matin, pendant un certain nombre de mois. C'est ça qui fait que nous connaissons tout ça là. C'est de là que les tomates viennent pour nous. Mais voilà, c'est un pays qui ont de l'argent comme le Maroc et autres. Et ils arrosent les nuits pour baisser la température. Ils produisent les tomates. Mais est-ce que nous on a les moyens de faire? On n'a pas les moyens. Mais on pouvait quand même avoir assez de retenue au moins dans ces zones de savane là, pour leur permettre de nous fournir des tomates et tout ça là, pour que ça ne vienne pas de beaucoup de façon. C'est encore une fois enrichissant. Peut-être il y a des bonnes volontés, pourquoi pas vers le Grand Nord, pour profiter dans le secteur privé, chercher un travail de ce genre pour nous produire suffisamment de tomates, d'oignons et consorts. Non, j'avoue que je viens d'apprendre ça, parce que moi je me disais que c'est plus dans nos zones marécageuses que les produits maraîchers prospèrent. Oui, pas tous les produits maraîchers. Bon, par exemple, si vous avez de l'eau, la tomate, les carottes, vous pouvez les planter toute l'année. Si vous avez de l'eau, vous pouvez semer le combo toute l'année. Mais la tomate, non. La tomate ne produit que lorsque les nuits sont fraîches. Voilà. C'est pour ça, le sud ici, c'est entre août. Voilà, août, septembre. Oui, bon, et puis ça produit aussi dans les plateaux, dans les vallées là. C'est frais entre les montagnes là. Les gens produisent les tomates là-bas, ils produisent
les haricots verts, les poivrons, ça vient en grande partie de là. Parce qu'à ce moment-là, l'harmattan dure dans ces zones-là, il fait frais. Eux, ils peuvent produire, mais les autres, non. Merci beaucoup, Nabroma Bemba, d'être venu. On espère vous retrouver très prochainement pour d'autres sujets. Pourquoi pas d'actualité ou de votre spécialité, pourquoi pas. Ça nous aiderait mieux. On vient de découvrir que vous avez fait du jardinage. Oui. On a appris également que c'est quand il fait frais la nuit Oui. C'est un échange, un partage intéressant. Et on va continuer très prochainement. Merci beaucoup. Nabroma Bemba, je rappelle qu'il est vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, des militants pour la démocratie. On va le retrouver très prochainement. Il était ensemble avec Guizor Akolo, directeur de la publication de Actu Express. L'émission a été mise en œuvre par Romaric Freitas. Bon week-end chez vous, on va se retrouver lundi à partir de 16h. Merci beaucoup.